Vous vous mariez demain, mais au lieu de choisir votre partenaire, vos parents vous ont vendu à 12 ans pour conclure un accord commercial. Votre nuit de noces est un spectacle public, où vos invités vous regardent littéralement vous mettre au lit. Et si vous survivez à l'accouchement traumatisant qui s'ensuit presque inévitablement, félicitations, vous avez peut-être une chance sur deux que votre conjoint ne vous batte pas à mort. Légalement, bienvenue au mariage médiéval, où, jusqu'à ce que la mort nous sépare, était moins un vœu romantique qu'un échéancier réaliste. Vous pensez que votre vie amoureuse est difficile? Imaginez une époque où votre père pouvait littéralement vous vendre au plus offrant avant même que vous sachiez marcher, où votre nuit de noces se déroulait devant un public, où la grossesse était une roulette russe, et où le divorce était aussi accessible que de voler vers la lune. Quand nous aurons terminé, vous remercierez toutes les applications de rencontres, car comparé à ce que nos ancêtres ont enduré au nom du mariage, même votre pire rupture ressemble à un conte de fées. N'oubliez pas de vous abonner et plongeons dans le cauchemar du mariage médiéval qui fait des rencontres modernes un paradis. Vendu avant même que vous puissiez dire « oui », commençons par Margaret Beaufort, qui vécut à la toute fin de l'époque médiévale et deviendra la mère de la dynastie Tudor. À l'âge de 6 ans, ses tuteurs la marièrent à John Deol dans ce qui s'apparentait à une simple transaction immobilière. Margaret ne se rendit même pas compte de ce mariage où elle était littéralement trop jeune pour comprendre ce qui lui arrivait, mais les adultes qui l'entouraient savaient exactement ce qu'ils faisaient, s'assurer le contrôle de son immense héritage. 3 ans plus tard, lorsque le vent politique changea, ils dissolvèrent ce mariage comme s'il n'avait jamais existé et la vendirent à nouveau, cette fois à Edmund Tudor, alors âgé de 24 ans. Margaret en avait 12. Mais là, le pire se complique, si le droit médiéval autorisait techniquement le mariage à cet âge, une règle tacite stipulait qu'il fallait attendre que la jeune fille ait au moins 14 ans avant d'officialiser le mariage. Edmund Tudor décida qu'il ne pouvait plus attendre. Quelques mois après leur mariage, Margaret, alors âgée de 12 ans, était enceinte. Mais l'histoire de Marguerite n'était pas unique. Prenons l'exemple d'Isabelle de Valois, fille du roi de France. En 1396, elle fut mariée au roi Richard II d'Angleterre à l'âge de 6 ans et 5 jours. Le trousseau qu'elle apporta à son mariage comprenait littéralement ses poupées et des meubles miniatures en argent. Le contrat de mariage stipulait que le mariage ne pouvait être consommé avant son 12e anniversaire. Même selon les normes médiévales, cela était considéré comme extrême. Voici ce que la plupart des gens ignorent, il ne s'agissait pas de mariages d'amour qui avaient mal tourné, mais d'accords commerciaux calculés. Les parents médiévaux n'étaient pas des monstres, ils évoluaient dans un système où les enfants, surtout les filles, étaient des actifs économiques. Une fille possédant des terres et des titres était en quelque sorte un billet de loterie gagnant qu'il fallait encaisser avant que les choses ne tournent mal. Et les choses tournaient constamment mal, guerre, épidémie, bouleversements politiques pouvaient anéantir la fortune d'une famille du jour au lendemain. Les parents ont donc joué sur le marché matrimonial comme des spéculateurs, mariant leurs enfants le plus jeunes possible pour consolider leurs alliances et garantir la transmission de leurs richesses. Le plus troublant? C'était parfaitement légal et socialement acceptable au sein des classes supérieures. L'Église avait des règles concernant l'âge de consommation, mais elle les appliquait rarement lorsqu'il s'agissait de mariages politiques. L'argent était plus fort que la morale. Mais voici la réalité historique, si ces cas extrêmes donnent lieu à des histoires choquantes, la plupart des gens du Moyen Âge se mariaient en réalité beaucoup plus tard. Les paysans et les familles de la classe moyenne se mariaient généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Ces mariages d'enfants étaient avant tout un problème de riches, conséquence d'une richesse et d'un pouvoir trop important pour être exploité. Pourtant, pour les Marguerites et les Isabelles du monde entier, l'enfance prenait fin dès que quelqu'un décidait que leur héritage valait plus que leur innocence. Et le véritable cauchemar? Ce n'était que le début de leur calvaire conjugal. Ces pratiques de la fin du Moyen Âge allaient finalement céder la place à l'époque moderne, légèrement plus humaine, mais la génération de Marguerite restait prisonnière des traditions les plus sombres du système matrimonial médiéval. The Wedding Night Horror Show, parlons maintenant de ce qui s'est passé après que vous ayez dit « oui », car les nuits de noces médiévales s'accompagnaient d'une humiliation publique qui ferait rougir les producteurs de télé-réalité. Bienvenue à la cérémonie de mariage,
une tradition si intrusive qu'elle confère à la photographie de mariage moderne une allure respectueuse. Après le festin, vos amis, votre famille et tous ceux qui le souhaitaient vous accompagnaient jusqu'à votre chambre, non seulement pour vous y déposer, mais aussi pour participer activement à vos préparatifs pour votre nuit de noces. Les femmes emmenaient la mariée dans la chambre, la déshabillaient, la peignaient et la mettaient au lit tout en lui prodiguant de précieux conseils sur la suite des événements. Pendant ce temps, les hommes faisaient de même avec le marié. Ils l'amenaient ensuite, s'assuraient qu'il couchait avec sa nouvelle épouse, et les vraies réjouissances commençaient. Un prêtre bénissait le lit conjugal pour la fertilité. Puis venait le lancer de bas, les demoiselles d'honneur s'asseyaient de chaque côté du lit et lançaient les bas du couple. Un coup direct signifiait que le lanceur serait le prochain à se marier, un peu comme un exercice médiéval de tir avec ses sous-vêtements. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment gênantes, dans de nombreux cas, surtout parmi les membres de la royauté et de la haute noblesse, les témoins restaient sur place pour s'assurer que le mariage était consommé. Ils n'assistaient pas à l'acte lui-même même au Moyen Âge, ils avaient des limites mais attendaient derrière les rideaux du lit, attendant des preuves. Prenons l'exemple du mariage de Marguerite d'York avec Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, en 1469. Cette union politique était si importante que la cérémonie du coucher devint une affaire complexe, de nombreux nobles invités en relatant chaque détail. La pression était énorme, car si le mariage n'était pas consommé, il pouvait être annulé et toutes ces alliances politiques s'effondreraient. Avant de penser qu'il s'agit d'une simple bizarrerie de riches, comprenez la logique qui sous-tend ce phénomène, dans un monde où le mariage était avant tout un contrat juridique et économique, c'est sa consommation qui le rendait officiel et contraignant. L'absence de consommation signifiait l'absence de mariage valide, donc l'absence de droit d'héritage, d'alliance politique et d'enfants légitimes. Mais voici un autre rappel à la réalité, si les cérémonies du coucher étaient bien réelles, elles n'étaient pas aussi universellement pratiquées que le suggère la culture populaire. Il s'agissait principalement d'une tradition de la haute société, et même à cette époque, les versions les plus extrêmes étaient réservées aux mariages politiques les plus importants. La plupart des gens du commun avaient des relations beaucoup plus simples et privées. La cérémonie variait également considérablement selon les régions et les époques. Dans certains endroits, elle était plus symbolique, les invités accompagnaient le couple jusqu'à la chambre à coucher et le quittaient avec des bénédictions. Dans d'autres, notamment dans les pays scandinaves, le coucher en public était même exigé par la loi pour valider le mariage. Même la royauté finit par se lasser de cette atteinte à la vie privée. Le roi Charles Ier d'Angleterre, célèbre pour avoir barré la porte de sa chambre et refusé de participer à la tradition, laissa néanmoins la coutume perdurer pendant un siècle encore dans diverses classes sociales. Le plus perturbant pour les jeunes mariés comme Isabelle de Valois, la cérémonie du lit leur rappelait constamment que leur enfance était officiellement terminée, même si la consommation du mariage était retardée. Isabelle accomplissait ce rituel à 6 ans aux poupées comprises, sachant qu'elle était désormais la propriété de quelqu'un. On n'apprend pas cela en cours d'histoire, mais ces cérémonies ne relevaient pas seulement de la tradition. Elles étaient une question de contrôle, de propriété et de reconnaissance publique de ce qui aurait dû être le moment le plus privé de la vie d'un couple. Accouchement, une condamnation à mort. Si vous pensiez que la nuit de noces avait été traumatisante, attendez de découvrir la suite. Au Moyen Âge, tomber enceinte n'était pas une bénédiction, c'était comme jouer à la roulette russe avec sa vie à chaque fois. Revenons à Margaret Beaufort, car son histoire illustre parfaitement le cauchemar de l'accouchement au Moyen Âge. Souvenez-vous, elle n'avait que 12 ans lorsqu'Edmund Tudor la mit enceinte. Lorsqu'Edmund mourut de la peste alors qu'elle était enceinte de 7 mois, Margaret dut entreprendre un dangereux voyage hivernal jusqu'au château de Pembroke, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Pour une adolescente de 13 ans, c'était presque impensable. Le 28 janvier 1457, Marguerite commença à accoucher. Selon son confesseur, l'évêque John Fisher, c'était un miracle qu'un enfant puisse naître d'une si petite personne, un terme médiéval pour désigner son corps si sous-développé que tout le monde s'attendait à la mort de la mère et de l'enfant. La naissance fut si traumatisante que, malgré ses 2 nouveaux mariages après la mort d'Edmund, Margaret n'eut plus jamais d'enfant. Les dommages causés à son corps de 13 ans furent permanents.
Un accouchement atroce laissa la future mère de la dynastie Tudor stérile à vie. Mais l'expérience de Margaret n'était pas inhabituelle, elle était simplement mieux documentée en raison de son statut. Chez la plupart des femmes médiévales, environ 1 sur 3 mourait pendant l'accouchement ou de complications peu après. Chaque grossesse comportait des risques plus élevés que pour une basse gimpeuse moderne. Les soins médicaux médiévaux aggravaient encore la situation. Les sages-femmes et le clergé n'avaient guère plus à offrir que des remèdes à base de plantes et des pratiques populaires. Les césariennes n'étaient presque jamais pratiquées sur des mères vivantes, et même si elles l'étaient, les taux de survie étaient proches de zéro. Alors si vous pensez que votre vie amoureuse est difficile, rappelez-vous ceci, au moins, vous ne sacrifiez pas votre enfance, ne prenez pas de bain devant des parents éloignés et ne risquez pas la mort à chaque grossesse. Les vœux de mariage modernes peuvent paraître contraignants, mais comparés au mariage médiéval, ils sont presque paradisiaques. Les statistiques médiévales sont terrifiantes. Environ 1 femme sur 3 mourait pendant l'accouchement ou de complications peu après. Imaginez, chaque fois qu'une femme médiévale tombait enceinte, ses chances de survie étaient inférieures à celles d'une basse gimpeuse moderne. Les soins médicaux disponibles aggravaient encore la situation. Les pratiques d'accouchement médiéval incluaient des saignées pendant le travail, car il est évident qu'une femme qui perd du sang pendant l'accouchement doit en perdre davantage. Elles utilisaient des chaises d'accouchement, véritables instruments de torture médiévaux conçus pour accélérer l'accouchement, causant souvent plus de tort que de bien. Les femmes aisées n'étaient pas forcément mieux loties. Prenons l'exemple d'Isabelle d'Aragon, qui mourut en couche à 18 ans après des jours d'un travail atroce. Malgré les meilleurs soins médicaux disponibles à l'époque, prières et remèdes à base de plantes, elle souffrit pendant plusieurs jours avant de finalement succomber. Voici ce qui a véritablement fait naître l'horreur, les femmes nobles étaient censées tomber enceintes immédiatement et sans interruption jusqu'à la ménopause ou la mort, selon la première éventualité. Aliénor d'Aquitaine, considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de son époque, a survécu à 10 grossesses, chacune constituant une condamnation à mort potentielle. La plupart des femmes nobles risquaient de tomber enceintes entre 8 et 15 fois au cours de leur vie. Elles enchaînaient les grossesses jusqu'à ce que leur corps n'en puisse plus. La pression était énorme, car engendrer des héritiers était leur métier. Une épouse médiévale incapable d'avoir des enfants, surtout des héritiers mâles, était considérée comme un échec, sans compter que nous savons aujourd'hui que les problèmes de fertilité masculine sont responsables d'environ la moitié des problèmes de conception. La médecine médiévale imputait la responsabilité de tout à la femme. Si vous surviviez à plusieurs accouchements, félicitations, vous étiez probablement si physiquement endommagé que vous passeriez le reste de votre vie à en subir les conséquences. Prolapsus d'organes, déchirures musculaires, douleurs chroniques, tout cela était simplement accepté comme le prix à payer pour être une épouse. Le plus déchirant, c'est que beaucoup de ces femmes étaient encore adolescentes lorsqu'elles ont entamé ce cycle. Margaret Beaufort avait 13 ans. Isabelle d'Aragon avait 18 ans. Leur corps n'avait même pas encore terminé leur développement, et on s'attendait à ce qu'elles entament immédiatement le processus qui les tuerait probablement. Le mariage médiéval ne se résumait pas à trouver un partenaire, il s'agissait de trouver quelqu'un prêt à risquer sa vie à plusieurs reprises pour perpétuer sa lignée. Pour les femmes, dire « oui » revenait en quelque sorte à accepter une vie de roulette russe médicale où la maison avait toujours l'avantage lorsque votre conjoint tentait de vous tuer. Vous avez donc survécu à votre mariage d'enfant, enduré une cérémonie de paris publique et survécu à l'accouchement. Félicitations. Vient maintenant la partie vraiment amusante, vivre avec un conjoint qui a le droit légal de vous battre, de vous emprisonner, voire de vous tuer, le tout en toute légalité. Les lois matrimoniales médiévales n'étaient pas seulement injustes envers les femmes, elles étaient tout simplement terrifiantes. En vertu de la doctrine juridique du châtiment raisonnable, les maris pouvaient punir physiquement leur épouse pour tout comportement qu'ils jugeaient inapproprié et le terme « raisonnable » était défini de manière très vague. Il existe des cas documentés de maris innocentés pour avoir battu leur femme avec un bâton, à condition que celui-ci ne soit pas plus épais que leur pouce. Mais parlons de l'exemple le plus flagrant de meurtre conjugal légal, Henri VIII. Henri a vécu à la toute fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, mais il a utilisé les lois matrimoniales médiévales jusqu'à leur extrême limite.
Lorsque ses épouses ne pouvaient lui donner ce qu'il désirait des héritiers mâles, il ne s'est pas contenté de divorcer, il les a fait exécuter. Prenons l'exemple d'Anne Boleyn, lorsqu'elle n'a pas réussi à donner naissance à un héritier mâle et que de Henri s'est lassé d'elle, il l'a fait juger pour adultère, inceste et trahison. Les preuves étaient pratiquement inexistantes, mais cela importait peu. Selon le droit médiéval, l'adultère d'une épouse était considéré comme une trahison envers la couronne, car il menaçait la succession royale. La peine encourue était la mort. Anne Boleyn fut décapitée le 19 mai 1536, après un procès qui ressemblait à un lynchage judiciaire. Parmi ces crimes présumés figurait l'adultère avec plusieurs hommes, dont son propre frère, des accusations si ridicules que même le conseil d'Henri VIII eut du mal à les faire tenir. Mais ils n'avaient pas besoin de preuves tangibles, il leur fallait juste une justification légale suffisante pour éliminer une épouse gênante. Catherine Howard subit le même sort, lorsqu'Henri VIII découvrit ses relations passées et un possible adultère, il n'hésita pas à l'envoyer elle aussi au billot. Elle avait probablement environ 19 ans lorsqu'elle fut exécutée, à peine plus qu'une adolescente. Mais voici le plus terrifiant, ce n'était pas seulement la cruauté exceptionnelle d'Henri, c'était la loi médiévale sur le mariage qui fonctionnait exactement comme prévu. Éléanore Cobham, duchesse de Gloucester, fut torturée et emprisonnée pendant des années par les ennemis politiques de son mari, avec la pleine coopération de ce dernier, son crime étant politiquement gênant. Le divorce était pratiquement impossible. L'Église catholique contrôlait le mariage et n'accordait d'annulation que dans des circonstances très précises. Il fallait prouver que le mariage n'avait jamais été valide, ce qui impliquait généralement de prouver qu'il n'avait jamais été consommé. Cela nécessitait des examens publics humiliants où les femmes devaient se soumettre à des examens physiques pour prouver qu'elles étaient toujours vierges. Même en prouvant la non-consommation, la procédure pouvait prendre des années et coûter une fortune où la plupart des gens n'en avaient tout simplement pas les moyens. Les femmes se retrouvaient donc prisonnières de mariage avec des hommes qui pouvaient légalement les battre, les violer et contrôler tous les aspects de leur vie. La loi était limpide, une femme mariée n'avait aucune identité juridique distincte de son mari. Elle ne pouvait posséder de biens, signer de contrats, ni même témoigner au tribunal sans sa permission. S'il décidait de l'enfermer dans une tour pour le restant de ses jours, c'était son droit légal en tant que mari. Et si votre mari décidait de vous tuer, eh bien, il existait toujours des interprétations juridiques créatives. Des accusations de sorcellerie, d'adultère ou de trahison pouvaient être facilement inventées, les tribunaux médiévaux ne se souciaient guère des procédures régulières lorsqu'il s'agissait d'épouses gênantes. Le plus effrayant, c'est que beaucoup de ces femmes savaient exactement dans quoi elles s'engageaient, elles comprenaient que le mariage signifiait renoncer à tous leurs droits et remettre leur vie entièrement entre les mains de leur mari. Mais elles n'avaient pas le choix, les femmes célibataires avaient encore moins de chances de survivre. Ainsi, lorsqu'Henri VIII fit décapiter 2 de ses épouses, il ne viola pas la loi médiévale, il l'utilisa. Ce système était conçu pour donner aux maris un pouvoir absolu sur leurs épouses, y compris le droit de vie et de mort. Et si vous ne pouviez pas donner à votre mari ce qu'il désirait, il valait mieux espérer qu'il soit plus clément que la loi ne l'exigeait. L'économie de la misère médiévale, soyons francs sur ce qu'était réellement le mariage médiéval, une transaction commerciale dont la marchandise était un être humain. Si vous pensez que les relations modernes sont trop soumises à des pressions financières, attendez d'entendre parler de dot médiévales qui pouvaient ruiner des familles entières. Le système de dot était essentiellement une extorsion légalisée, la famille de la mariée devait payer celle du marié pour avoir le privilège de la quitter. Et il ne s'agit pas ici de cadeaux modestes, certaines dots équivalaient à un demi-million de dollars en monnaie actuelle, parfois plus. Prenons l'exemple d'Isabella d'Este, l'une des femmes les plus influentes de la fin du Moyen Âge. Sa famille a passé 3 ans à négocier son mariage comme une fusion d'entreprises. Les négociations pour la dot ont nécessité de multiples enchères, les différentes familles offrant des sommes de plus en plus exorbitantes pour garantir l'alliance. Sa dot comprenait de l'argent, des bijoux, des terres et des promesses politiques qui prendraient des décennies à tenir. Mais c'est là que les choses se compliquent, la famille de la mariée ne payait pas seulement pour se débarrasser de sa fille, elle achetait en réalité la protection et le statut d'un gendre pour sa lignée. Si vous ne pouviez pas vous permettre une dot décente,
votre fille restait célibataire, ce qui signifiait pauvreté et mort sociale, ou se mariait à un rang si inférieur qu'elle entraînait toute la famille dans sa chute. La famille du marié, quant à elle, réalisait un investissement calculé, elle ne se contentait pas d'acquérir une épouse, elle obtenait sa dot, les relations politiques de sa famille et tout héritage futur qu'elle pourrait recevoir. Le mariage était littéralement une affaire où la mariée était à la fois le produit vendu et le paiement effectué. Et si vous pensez que cela est mauvais pour la famille de la mariée, attendez de savoir ce qui est arrivé à la mariée elle-même après son mariage. Tous ses biens, y compris la dot que sa famille s'était ruinée pour fournir, appartenaient légalement à son mari. Elle est passée de la propriété de son père à celle de son mari, et elle a apporté avec elle son propre prix d'achat. Mais le cauchemar financier ne s'arrêtait pas avec la dot. Les lois successorales médiévales étaient conçues pour concentrer la richesse entre les mains des hommes. À la mort de son mari, une femme perdait souvent tout. Les veuves se retrouvaient souvent démunies, car les biens de leur mari revenaient à ses parents masculins, et non à elle. Cela créa un cercle vicieux où les veuves désespérées se remariaient rapidement, non par amour, mais pour survivre. Certaines femmes se marièrent 4 ou 5 fois, espérant à chaque fois que le prochain mari ne mourrait pas et ne les laisserait pas sans le sou. D'autres furent contraintes d'entrer au couvent, non par vocation religieuse, mais parce que c'était le seul moyen d'échapper à la famine. Les femmes médiévales les plus prospères furent celles qui savaient déjouer ce système truqué. Margaret Beaufort, malgré des débuts difficiles, devint finalement l'une des femmes les plus riches d'Angleterre en gérant soigneusement son héritage et en choisissant judicieusement ses futurs maris. Mais elle fut l'exception, et non la règle. Pour la plupart des familles médiévales, arranger le mariage de leur fille signifiait choisir entre la ruine financière et la disgrâce sociale. Certaines familles s'endettaient littéralement pendant des générations pour pouvoir payer la dot de leur fille unique. D'autres devaient se contenter de mariages qui n'offraient aucune promotion sociale et n'offraient aucune sécurité à leur fille. Ironie du sort, même après s'être ruinées pour fournir une dot, les familles n'avaient aucune garantie que leur fille serait bien traitée une fois le mariage célébré et la dot versée. La famille de la mariée n'avait aucun recours légal si le mari se révélait violent ou négligent. L'argent avait disparu. La fille était légalement morte pour eux, et ils étaient coincés avec la dette. Il ne s'agissait pas d'un mariage, c'était de la traite d'êtres humains avec une cérémonie religieuse. Les couples médiévaux n'initiaient pas leur vie, ils concluaient une transaction commerciale qui traitait les femmes à la fois comme des marchandises et comme une monnaie d'échange. Le prix d'entrée dans ce système était si élevé qu'il détruisit des familles pendant des générations. Amour, compatibilité, bonheur, c'étaient des luxes que la plupart des familles médiévales ne pouvaient tout simplement pas se permettre. Quand le mariage de sa fille pouvait soit élever le statut de la famille, soit la ruiner financièrement, le romantisme n'était qu'un autre terme pour désigner l'irresponsabilité financière. La mort nous sépare, prenait alors un sens très littéral. Voici le rebondissement ultime de l'intrigue du mariage médiéval, tous ces traumatismes, cette ruine financière et cette oppression juridique dont nous avons parlé, vous n'auriez probablement pas à les endurer très longtemps, car les mariages médiévaux avaient une date d'expiration intégrée, la mort. Au Moyen Âge, le mariage durait en moyenne 15 à 20 ans, non pas parce que les couples se séparaient ou se séparaient, mais parce que l'un des deux mourait, généralement l'épouse, à cause des risques de la roulette russe liée à l'accouchement, évoqués plus haut. Les maris ne vivaient pas non plus jusqu'à un âge avancé, entre guerres, épidémies et manque total de connaissances médicales en matière d'hygiène de base. Prenons l'exemple de la peste noire, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle et tué environ un tiers de la population. Imaginez-vous en train de planifier la dot élaborée et l'alliance politique de votre fille, et voir la peste décimer la moitié des invités avant la cérémonie. Soudain, tous ces calculs financiers minutieux n'ont servi à rien, car votre futur gendre était mort dans un fossé. Mais c'est là que la réalité médiévale se complique, les gens s'adaptaient à cette mort constante en considérant le mariage comme une porte tournante. Le remariage n'était pas seulement courant, il était essentiel à la survie. Les veuves et les veufs se remariaient quelques mois, parfois quelques semaines, après le décès de leur conjoint, non pas par manque de cœur, mais parce que, dans la société médiévale, être célibataire équivalait à une condamnation à mort. Certaines femmes devenaient épouses en série par pure nécessité. Elles se mariaient,
survivaient quelques années si elles avaient de la chance, devenaient veuves, puis se mettaient aussitôt en quête d'un autre mari avant d'épuiser leurs ressources. C'était comme un jeu de chaises musicales sinistre où la musique pouvait s'arrêter à tout moment et vous laisser sans soutien. Les riches étaient un peu mieux lotis, car ils pouvaient se permettre de rester célibataires plus longtemps, mais même eux ressentaient la pression. Les familles nobles organisaient des mariages de secours pour leurs enfants, prévoyant littéralement des plans d'urgence en cas de décès du premier conjoint. Les contrats de mariage médiévaux comportaient parfois des clauses prévoyant ce qui se passerait si l'un des conjoints décédait. Voici un élément qui illustre parfaitement la banalisation de la mort dans le mariage médiéval. Les cérémonies de mariage incluaient des prières non seulement pour le bonheur du couple, mais aussi pour leurs âmes après la mort. Les prêtres médiévaux bénissaient littéralement les mariages tout en préparant chacun aux funérailles inévitables qui n'allaient probablement pas tarder à arriver. La menace constante de la mort créait également des situations d'héritage vraiment étranges. Certaines femmes survivaient à 3 ou 4 maris et accumulaient des richesses grâce à chacun d'eux, devenant ainsi incroyablement puissantes. D'autres n'avaient pas cette chance, elles perdaient tout à chaque fois qu'elles devenaient veuves et devaient repartir de zéro. Les enfants issus de ces mariages successifs formaient des arbres généalogiques incroyablement complexes. On pouvait avoir des demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de sa mère, des demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père, sans aucune garantie que ces relations perdureraient plus de quelques années avant qu'un autre décès ne vienne bouleverser la donne. Les archivistes médiévaux étaient devenus experts dans le suivi de ces structures familiales en constante évolution. Les registres paroissiaux de l'époque se lisaient comme un scénario de feuilleton. Jean épousa Marie, morte en couche, Jean épousa ensuite Suzanne, morte de la peste, Jean épousa ensuite Margaret, qui lui survécut et épousa Thomas. L'impact psychologique fut énorme. Les gens du Moyen Âge ne pouvaient se permettre de trop s'attacher à leur conjoint, car le risque de le perdre était très élevé. Le mariage était une question de survie et de construction d'alliances, et non de lien affectif, en partie parce que ce lien était tout simplement trop risqué lorsque la mort était toujours au coin de la rue. Et pourtant, malgré tous ces décès et ces traumatismes, les gens continuaient à se marier. Ils continuaient à avoir des enfants, à organiser des dots, à participer à des cérémonies de mariage et à affronter toutes les horreurs dont nous avons parlé car dans la société médiévale, même un mariage dangereux, potentiellement mortel, était plus sûr que d'affronter le monde seul. Lorsque les couples médiévaux se promettaient, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ils n'étaient pas romantiques, mais réalistes. La mort était la seule issue sur un mariage médiéval, et elle survenait généralement bien plus tôt qu'on ne l'espérait. Voilà donc la réalité brutale du mariage médiéval mis à nu. Des jeunes mariés vendus comme du bétail. Des nuits de noces transformées en spectacle public. Des accouchements qui équivalaient à une condamnation à mort. Des maris bénéficiant du droit légal de tuer. Des dots qui menaient à la faillite. Des mariages qui duraient rarement assez longtemps pour que le traumatisme s'installe pleinement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller apprécier le fait que je peux glisser vers la gauche sur quelqu'un sans que mon père négocie une dot, car parfois, la meilleure façon d'apprécier ce que l'on a est de se rappeler à quel point les choses étaient bien pires avant. Si cet aperçu des cauchemars du mariage médiéval vous a laissé reconnaissant envers l'amour moderne, ou du moins envers les choix modernes, partagez-le peut-être avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que les rencontres au XXIe siècle ne sont pas vraiment la pire chose qui soit arrivée à la romance.